retour à la deuxième séance plénière. Encore une fois, mon compliment de ce matin. Entrer dans le détail de l'amélioration de la qualité des actions des soins de santé primaire. La réalité, c'est qu'au Canada, on sait au sujet du système de santé, moins on est impressionné par la qualité des prestations de sécurité, peu de données sur les résultats est un problème pour les populations importantes, non seulement les gens marginalisés, mais les aînés, faibles, frêles, surtout les gens qui ont des maladies multiples. On a la chance d'avoir un groupe d'experts cet après-midi, qui vont s'occuper de ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité des soins? Puis ça fait une grande partie du cas que vous voulez faire pour les centres, l'expansion des centres de soins communautaires pour montrer que vous avez donné une qualité de premiers soins plus élevée. Ça devrait aider le mouvement. Je vais présenter les membres de la tribune très vite. À ma droite, à votre gauche, Susan Shaw, présidente du Conseil de qualité de la santé de la Saskatchewan. Et un cétiologue par jour et on boit de la bière ensemble et on échange des livres. C'est un échange. Normalement, j'en vois. Mais il arrive au trou noir chez Susan. Elle est. Et puis, Mayo Hocko, directeur général du Centre communautaire de Bramalea et préside le Conseil constitutif pour les réseaux ontariens de services cliniques. Et puis, ensuite, Michael, vous l'avez vu ce matin, je le représente à nouveau. Et puis, à ma droite, et Barbara Viktorovich, directrice générale du Centre canadien d'accréditation, organisation qui pourrait avoir grand chose à faire avec notre mouvement au Canada. Donc, comme ce matin, mais à la différence de ce matin en même temps, on va commencer par 2 minutes ça veut dire 2 minutes, heure de Greenwich, selon le calendrier grégorien. Je voudrais que ce passe assez vite au début parce que c'est juste après le déjeuner. L'éclairage est tel que vous regardez l'éclairage, vous voulez prendre une somme, vous allez dire ce que vous voulez dire plus tard. Il est peu probable que dans les premières 2 minutes que vous ayez tout dire à ce sujet. N'essayez pas. Madame Miraculous, n'accélérez pas pour le faire. Et alors, nous allons avoir un échange. C'est un sujet complexe mais intéressant et important. Vous, au public, plus vous soulagez de maintenir l'entretien avec mes questions bizarres, ce sera mieux si vous posez des questions sans plus parler. Donc, je vais commencer par le même ordre. Je vais demander à Susan de donner une introduction, puis on va passer aux autres. Oui. Est-ce que Je m'appelle Susan Shaw. Je vais prêter la anesthésologie, mais surtout dans le médecin de soins intensifs. Pourquoi est-ce que je suis là? Je me demande de poser la même question. Et je crois, si je vois un malade qui par les chèques de soins préventifs primaires, donc le voyage du patient, c'est la fin pour moi. C'est la fin du voyage pour moi. Et je suis là parce que j'ai beaucoup d'expérience personnelle dans ma pratique aussi, au travail que je fais en dehors de mon travail de clinique, pour le Conseil de qualité de la santé, établissement des priorités au système provincial de la santé. J'ai vu le pouvoir des mesures et j'y crois dans mes pratiques cliniques. Et je crois aussi que quand vous y voyez la mesure, il faut que ce soit important, crédible et surtout avoir du sens pour les patients et fournisseurs, avec des définitions communes, infrastructures pour la collecte de l'information qui n'est pas administrative, où là, on prend nos décisions. Il ne faut pas manquer de données. Il faut l'emploi utile des données.
Et c'est que Stephen et moi, on a essayé de créer à travers la province, la Saskatchewan travaille, utilise un nouveau moyen de travailler ensemble, penser et agir comme quels sont les résultats primaires qu'on veut réaliser pour nous et le public, comment y arriver, comment savoir comment y essayer par les mesures. Je serai honnête, c'est une lutte, mais on fait des progrès quand même. Nous avons des cibles pour les soins primaires, un travail passionnant dans la province, pour 8 centres d'innovation, ce qui, pour moi, envisage de limiter les forces des centres, le modèle des centres de santé communautaire. Et on ne va pas parler de cela dans nos entretiens. C'est ce que je voulais dire avec de qui je suis et pourquoi je crois passionnément à l'importance des mesures. L'inspiration. Une inspiration est brève. Bonjour, Mairo Hako, et je travaille au centre de communauté de Bamali. Quelques faits. Nous fonctionnons depuis 4 ans. Je suis là depuis 5 ans. 50% des gens de notre bassin sont des migrants. Et les 18 premiers mois de service, on voyait environ 60% de nos gens n'étaient pas assurés. Avec le nouveau centre, il y a beaucoup de défis uniques, de possibilités uniques aussi. Une des possibilités uniques, c'est le fait que nous avons la loi, la possibilité de voir le monde différemment, d'explorer différentes façons de faire les choses. Une des choses qu'on est très conscient dans les processus, c'est d'assurer qu'en présentant quelque chose de nouveau, nouveaux outils, de nouvelles langues, nouveaux langages, nouvelles façons de vivre dans la communauté, on reste fidèle aux valeurs et vis-à-vis les pierres d'échappement du modèle. Donc, pierre angulaire, c'est un voyage intéressant. Donc, on croit tous sur la mesure. En tant que nouveau centre, nous avons la chance parce qu'on a fait les données de base, c'était à 0. Ça ne pouvait que monter. Après, très bien dit. Je crois que ce que j'aimerais dire que plusieurs choses que je n'ai pas discuté auparavant. Je savais que je ferais partie de ce groupe. Les gens ont donné à César, rendre à César ce qui appartient à César. C'est sur la question que je crois fortement au travail avec les communautés et Regent Park et autres pour l'éducation, c'est étonnant. Et le fait que ce que le centre de Heathrodale dans les années 80 pour la pollution par le plomb, non seulement ce quartier mais tout le pays, avait un impact sur une commission nationale. Cependant, ne voulez pas recevoir les félicitations pour cela si on vous voit comme pas accessible et vous n'êtes pas patient et convivial pour les soins. J'applaudis l'Ontario, les CHC pour ce qu'ils font. Un exercice approfondi. Si vous avez un médecin qui n'a pas que 200 ou 300 patients, est-ce que ce sont des patients massifs, complexes sur son travail, médecins qui auraient travaillé de la même façon que les frais pour chaque les tarifs actes. C'est un défi pour tout le monde dans cette salle. Est-ce que les systèmes à haut rendement, que ce soit Higher Midi, Group Walker, BA, tout ce qu'ils envisagent maintenant, les soins primaires, j'aime pas ça. Quand je me rends à l'endroit et je parle aux gens, au centre de santé, et quelle est votre équipe? On est tous une équipe, on est 47 ici. Je crois qu'un des enjeux qu'il faut traiter, c'est quelle est l'équipe de clé ou l'équipe centrale, que ce soit la santé de groupe, selon le personnel qu'ils avaient, c'est toujours difficile, mais ils avaient 2 médecins de famille et d'autres responsables de 400 500 patients. C'est pas que s'ils ne voient pas les patients, encore une équipe, on s'en occupe. Donc, je crois que c'est un défi pour vous parce que les MP n'aiment pas travailler avec les médecins. Et les médecins avec les infirmiers praticiens, si vous les permettez, ils vont faire un jeu parallèle. Et ça a des implications graves pour la qualité des prestations de services.
c'est être convivial vis-à-vis des parents et l'efficacité. Quand vous avez ce jeu parallèle, ça peut marcher. peut pas marcher. Je voulais donner un contexte pour le Centre canadien de créditation. Au départ, l'organisation communautaire de santé établie par les CSC de l'Ontario pour répondre mieux au modèle de CSC de créditation et ces caractéristiques-là récemment. On a eu une croissance en formant des partenariats avec d'autres services communautaires. Donc, c'est Koskizamani, services de soutien, services familiaux, enfants et jeunes, enfants et jeunesse. Et le message clé, c'est que je crois que basé sur la nouvelle recherche et les rétroactions qu'on reçoit par les évaluations, c'est que l'accréditation peut être un élément clé à un centre pour créer un environnement où la culture d'amélioration qui pousse tout le monde à poser des questions, à faire mieux. Et il y a quelques recherches actuelles pour les résultats des clients, mais je crois qu'il faut avoir en soi l'éducation ne crée pas l'environnement. Il faut le leadership, mais l'engagement en créditation est de créer des échéanciers, des structures, des buts, des pratiques pour répondre aux normes de créditation que l'organisation peut travailler. Et au fond, en fin de compte, il y a une reconnaissance externe que vous n'avez pas d'autre façon. Et il y a une affirmation d'imputabilité. Il faut être transparent vis-à-vis des tiers et montrer comment vous travaillez. Donc, voici des éléments importants pour cette culture. Et je crois que l'accréditation, les groupes d'accréditation, surtout certainement le CCA, passent par un cycle d'examen de nos normes. Donc, pour ce soit un reflet de pratiques exemplaires qui se dessinent, les normes que nous avons publiées, intégrer les choses dont on a parlé aujourd'hui. Il s'agit de se concentrer sur la disparité en santé, planification au niveau communautaire pour s'en occuper, la gouvernance, les rôles de la gouvernance, la surveillance et créer des qualités, des plans d'amélioration de qualité et souligner l'approche active pour la sécurité des clients. Et doivent faire attention à cela et c'est fait partie de nos normes. Et on a toujours eu de normes pour les réactions de la communauté. C'est un de nos thèmes aujourd'hui. Et pour l'accessibilité, parce que c'était une norme d'accréditation créée par les communautés. Alors, nous allons commencer à adresser quelques-uns de ces enjeux. Qu'est-ce que vous gardez éveillé la nuit par rapport à vos écarts? Quels sont les plus grands écarts que vous avez dans votre système? Nous avons beaucoup d'écarts. C'est difficile d'en choisir un, mais quelques-uns des défis, c'est de travailler dans une communauté diverse. Il y a aussi 70 langues qui sont parlées. Quand on parle d'être inclusif, c'est intégré dans le soin primaire. Comment on peut concevoir nos services pour répondre aux besoins? Il y a aussi souvent nous allons parler de comment on va combler le besoin du personnel et aussi des patients. Susan, vous portez plusieurs chapeaux au système. Vous êtes une praticienne. Vous êtes président du conseil de santé. Vous avez vous êtes impliqué avec la politique aussi. Quand vous regardez le paysage, après 10 ans, comment vous pouvez quantifier le progrès de l'association et comment on peut faire des grands sauts et faire du progrès? C'est pas une question facile. Il y a plusieurs questions là-dedans.
à quel point qu'est-ce qu'on a accompli dans 10 ans. En Saskatchewan, nous sommes allés très loin. Tout le monde est à la table qui parle de le besoin de l'amélioration de la qualité. La qualité n'est pas adéquate. Et ça échoue à plusieurs niveaux. Et ça, je crois que c'est parce que on travaille comme un système ou bien on ne travaille pas comme un système. Et c'est ça qui m'inspire de ce qu'on fait au niveau local. Et si je regarde ce qui s'est passé dans les dernières 10 ans, on s'assure d'être d'abord pour les patients. On regarde qu'on travaille dans cette direction. Je vois des comportements qui vont dans ce sens-là. On prévoit des discussions par rapport à cela. Et les comités ils contiennent des membres des patients. On croyait qu'on était centré sur le patient, qu'on était centré sur les fournisseurs. Donc, c'est ça qui m'inspire. Ça, c'est la première question. La prochaine question, pourquoi qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Nous sommes allés, on a toutes ces choses en place, on a de la bonne volonté. Mais quand vous regardez, même à Saskatchewan, vous regardez les données, on atteint un plateau. Je suis d'accord. Je crois qu'on est à un point critique de croissance. On doit avoir des conversations et faire face à la vérité. Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer par rapport à ce qu'on va pouvoir accepter? Alors, parce que c'est difficile politiquement, c'est difficile au niveau communautaire, parce qu'il y a beaucoup de petites communautés, parce qu'ils pensent que ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont toujours eu, avec un petit hôpital pour la communauté, mais nous savons dans nos cœurs que c'est pas ça, et comment eux, ils peuvent comprendre ça sans qu'on le leur dise. Nous avons une partie de droite au niveau provincial qui est très populaire en milieu rural. Donc, il faut qu'on soit assez courageux pour avoir des conversations difficiles et avoir des conversations difficiles et d'avoir une infrastructure qui permet d'avoir l'amélioration de qualité qui ne fait pas le dédoublement. Alors, je suis confiante que ça va prendre quelques années. Alors, nous sommes dans un plan, deuxième année sur un plan sur 20 ans. Je suis nerveuse d'avoir la volonté de faire face avec ça va être difficile pour les politiciens, pour le secteur de santé. C'est difficile à plusieurs niveaux. C'est pas toujours une question de comment les médecins sont payés. Barbara, il y a eu beaucoup. On peut dire que les attentes sont plus élevées des créditeurs, que tout le monde est approuvé. Et après, ils vont dire, OK, c'est réglé dans une année et tout est beau. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette vitesse d'amélioration? Dans le contexte international, le Canada n'est pas bon. Très mauvais. Quand on parle de valeur pour l'argent, quand vous regardez les sondages, le sondage, le seul pays qu'on bat des fois, c'est les États-Unis. Vous êtes là, vous connaissez les données, vous savez que c'est une culture conservatrice. Là où est-ce qu'il faut pousser plus fort pour avoir de l'amélioration? La première question, c'est une partie de ces données, c'est plus large que les centres de santé communautaires. Je crois que les centres de santé, ça va mieux qu'un peu. Vous devez le dire. Alors, quelqu'un doit le défendre. Je pense que l'accréditation prend crédit pour ça. C'est les gens dans le secteur qui savent répondre le plus. L'accréditation, ce n'est pas une balle magique lui seul, elle seule. Il faut
Il faut pouvoir bien répondre à la communauté, améliorer le travail, de toujours penser comment on peut améliorer la qualité de notre travail. Alors, ça fournit des mécanismes dans les organisations de se pousser, de s'améliorer. L'influence des agences de financement, ça nous pousse à aller dans une direction. Mais l'accréditation, l'accréditation peut appuyer. C'est ça la direction dans laquelle il faut aller et démontrez-moi que vous le faites. Je ne crois pas que c'est mauvais que les organisations sont accréditées. Je pense que c'est ça l'objectif. Je crois qu'on crée des opportunités de travailler au standard. Et c'est ça l'objectif. De ne pas mettre les gens sur une liste noire. De toujours s'améliorer. Pour atteindre les nouveaux standards. Michael, quand nous parlons des soins primaires compréhensifs avec des patients complexes, c'est difficile de comprendre au niveau de qualité. Ce qu'on a tendance de faire, c'est des indicateurs. On prend les fruits en bas. Est-ce qu'on fait le test PAP au bon moment pour les éléments qui sont faciles à mesurer? Ce matin, on a entendu cette conversation. On n'a pas une bonne méthode pour mesurer les éléments difficiles. Si c'est là où les CSC meurent et vivent, c'est quoi les perspectives pour développer les systèmes de données, d'information pour améliorer ces mesures? Je crois que ce matin, il y a eu mention de l'implication de santé publique. Je n'ai pas le nom ici. Aux États-Unis, il y a un monsieur aux États-Unis qui parle des points chauds, des points chauds à New York. Je vais lui donner son nom quand je les pense. Mais c'est parfait pour le CSC. C'est basé sur la population, aussi sur l'endroit. On peut faire des cartes. Par exemple, en Ontario, on parle de 1% qui utilise 40%. Un problème de cela, c'est que ça change chaque année. Alors, ceux qui utilisent beaucoup de soins de santé, cette année, l'année prochaine, ils n'ont pas besoin des soins de santé. Quand vous mettez ça sur la carte, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens dans les coins géographiques particuliers. Ça peut être parce que c'est un désert de nourriture. Alors, ou d'autres choses. Alors, je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'on pense maintenant. Il faut de regarder l'approche de santé publique. Pour ceux qui ne sont pas de la Saskatchewan, c'est ce qui est peut-être la majorité. Alors vous dites que vous êtes très loin d'être parfait. Il n'y a pas une autre province au monde qui a une gestion de ce système de santé où on peut trouver la donnée au niveau provincial, au niveau du canadien. La Saskatchewan, comparé à d'autres provinces, il y a une culture ouverte et transparente où le député est là devant le mur avec ses indicateurs, avec le directeur général des régions de santé. Et c'est très ouvert. Par rapport aux patients, il y a même la Colombie-Britannique qui ont de très bonnes choses. En Saskatchewan, il y a au moins 800 patients actifs. Il y avait 70 patients qui étaient là. Cette province a adopté le mantra dans Burgers. Ils sont tous ensemble. Ça, c'est un défi pour le centre de santé communautaire. Est-ce que vous parlez de comment travaillent vos équipes? Est-ce que les médecins ou les membres du Parlement, ils vont décider ça? Est-ce que vous apportez des patients de ça? Le patient du département de santé
de santé en Saskatchewan. Les patients partout, c'est à tous les niveaux de notre comité, sauf au niveau de décideurs. Mary, vous gérez un centre de santé. On entend parler il y a la motivation pour s'améliorer. Il y a le gouvernement qui dit ça, qu'il faut produire ces contrats. Il y a aussi la motivation intrinsèque des personnels, les fournisseurs qui sont très motivés d'aller sur le bateau, d'amélioration de la qualité. Est-ce que vous le voyez en action? Comment vous le savez que les fournisseurs de services cherchent les données ou bien ils sont à jour avec la littérature, s'est intéressé au chemin de la clinique, ils n'ont pas besoin de données. Où pensez-vous, dans votre expérience, où est rendue la culture, en fait? Je peux vous répondre de mon CSC. Là, je vais me limiter à cela. Je crois que c'est juste à dire dans mon CSC, et peut-être dans d'autres aussi, les gens qui travaillent là-bas, ils travaillent là parce qu'ils veulent ils sont motivés par la passion, ils veulent faire de bon travail, ils sont engagés à la communauté. Et pour la plupart, ils sont ouverts dans leur pensée. S'ils ne sont pas, on peut les offrir à la pensée. Je ne sais pas si la fournisseur moyenne de santé qui est venue dans notre centre est venue voulant embrasser les données, en voulant regarder les chiffres, regarder le côté entreprise. Nous avons parlé d'avoir un analyste de données. Pourquoi on a besoin d'une analyse de données? Ils veulent bien faire, en fait. En tant que leader, en tant que directrice générale, est-ce qu'on suit les meilleures pratiques? Est-ce qu'on suit les bons chemins de meilleures pratiques? Alors, moi, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Je dois être ouvert à des conversations ouvertes, apporter de la connaissance dans le centre. En tant que nouveau CSC, nous étions très jeunes, mais vous avez vu, nous étions très fortunés d'avoir les gens qui travaillent pour nous, qui pouvaient suivre nos travailleurs. Comment vous faites ça, en fait? Il faut avoir des conversations des fois difficiles si les gens n'entrent pas là-dedans à fournir des services. Ils vont pas le faire parce qu'ils adorent les données. Mais si vous n'avez pas les données, peut-être vous croyez que vous faites le meilleur des choses, mais peut-être vous ne le faites pas. C'est plus difficile que ça. Vous avez un rôle à jouer en tant que directrice générale. Comment ça a été jusqu'à date? Comment ça a été? Comment ça va, en fait? Avez-vous trouvé des bonnes manières à trouver de changer les avis des gens? Il n'y a pas une réponse facile à cela. Nous essayons des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais on essaie d'apprendre de nos erreurs et d'aller de l'avant. Alors, des fois, ça prend de l'attention et engager les clients et non pas les patients. Engager les patients, c'est bien. Les fournisseurs ils vont attendre la perspective des clients. De créer ces dialogues, c'est bien. Dans notre centre, les sondages annuels des clients, je crois que c'est de la vieille école. On allait jeter jusqu'à temps que notre financeur dit qu'on devait le garder. Barre de fonds nous dit qu'on devait le garder. Les premières 5 patients, après on parle du processus. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Quand la personne qui fait les entrevues pour donner cette information au fournisseur qui l'a vu par rapport alors c'est la plus grande voix. Personne l'entend parce que c'est pas moi.
c'est pas mon patient, c'est pas mon client. Et c'est celui-là. Je crois qu'il faut vraiment travailler fort pour faire ces connexions. Susan, on va parler de l'information, l'évolution du registre de santé électronique. Alors, vous savez que le Canada n'est pas avancé dans ce dossier. À quel point c'est essentiel d'améliorer les qualités. Qu'est-ce qu'on peut faire sans lui? Et dans le volet qui ont été déjà implantés, qu'est-ce qui est le plus utile en fait? J'ai jamais utilisé ça. Alors ça c'est la première chose que j'ai à dire. Dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas cette technologie. Les volets de ce que j'ai vu dans les diagnostics, dans les laboratoires, c'est pas un vrai registre électronique. Nous avons vu une transition que les fournisseurs utilisent les registres électroniques de santé. Il y a un grand espoir que c'est un des pièces manquantes. Ça n'a pas été construit comme des outils d'amélioration de qualité. Ils ne sont pas intéressés, les vendeurs ne sont pas intéressés à que ça devienne un outil d'amélioration de qualité. On répète dans la façon qu'on travaille. Je crois que ce n'est pas nécessairement essentiel. Si vous regardez la MEC de l'amélioration de la qualité, il le fait sur papier. Et il le bâtit sur le papier. Après, ils vont traduire avant de le mettre dans le registre électronique. Quand j'ai été dans la NHS, j'ai vu des travail à base d'équipe qui a commencé à base de papier. Et éventuellement, 5 ans après, c'est devenu quelque chose d'électronique. Je pense que c'est pas nécessairement, ça doit pas être électronique. Je crois que c'est une technique très chère. Je sais que ce que nous avons, dans notre province, n'est pas encore très léger en termes de donner nos données. Mais c'est un manque de... Je veux vous donner, Steven, que peut-être on n'est pas intéressé aux données, mais je crois que les fournisseurs, on est très motivés par les données. Nous sommes toujours en train de faire des expériences. Ça, c'est la meilleure qualité qu'on veut, mais nous sommes très intéressés en tant que fournisseurs. Les gens sont très curieux par rapport aux soins que nous fournissons et à quel point ça peut un impact. La lutte, c'est qu'on ne peut pas dire à quel point elle est bon parce qu'on n'a pas les données qu'on a ne disent pas cela. Le défi pour nous, comment nous créons ces données-là pour qu'on fournisse la curiosité de nos fournisseurs. Ça devrait être basé sur les résultats et non pas le volume de ce qu'on a fait la semaine passée ou l'année dernière. Moi, je ne vais pas vous débattre. Je crois que votre vision des cliniciens qui fait sa propre base de données, qui répond à cela, qui est certainement intéressé par rapport à leur outil de pratique. Je crois que c'est moins que la majorité des médecins. On n'a pas besoin besoin de voir les données. Barbara. Qui a raison? Quand nous pensons de ce qu'on devrait faire pour nous améliorer, à une échelle plus grande, dans une plus grande échelle, il y a... continuons dans le thème d'information. Sachant que tous les systèmes performants vont tous dire qu'ils ne pouvons pas faire sans les données très bien, vraiment des bonnes données bien utilisées. Nous ne l'avons pas dans nos systèmes canadiens de santé. À quel point la qualification va nous donner des avis que c'est irresponsable de donner au public que c'est de très bons lieux quand ça parle de système d'intelligence
qui sait qu'ils font un bon travail ou non. À quel point l'accréditation doit être exigeant à ce niveau-là. Je crois que c'était une très bonne question, Steven. Je crois que c'est une très bonne question. Je crois que vous donnez l'accréditation donne plus de pouvoir que ça là maintenant. L'accréditation, c'est une façon que nous avons des systèmes en place qui, à la fin, démontrent que mener à de meilleurs soins aux clients. Mais nous sommes dans le même bateau de ça. Comment on peut mesurer cela? Mais nous ne savons pas comment le mesurer. C'est une question très complexe. Quels sont des soins de qualité? Voici les pièces, ça c'est le processus, et à la fin on arrive à des bons résultats. On peut dire ça maintenant. Il y a encore d'autres systèmes d'être attentifs aux informations, aux données. Voici les résultats qu'on veut atteindre et en faire de la mesure. Au moins ça pousse les organisations de formuler ces exigences. Alors, on est sur le chemin, mais on n'est pas arrivé. Avant de passer à vous, Michael, je vous invite au micro quand vous avez des questions. Bientôt. Michael, vous avez vu beaucoup au niveau international et au niveau national. Supposant que vous avez la bague magique, c'est quoi une chose que je ferais au niveau de politique ou dans une autre méthode d'améliorer la qualité des systèmes de santé maintenant? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je dirais c'est la gouvernance des médecins cliniques. Ce que je veux dire par cela, c'est ce qui a été parlé plus tôt et pensant des résultats des chirurgies qu'il y a 100 ans. s'est fait un mauvais nom en Massachusetts que ces chirurgiens n'étaient pas bons. Hein? Qu'ils ne voyaient pas leurs patients année après année pour faire les suivis. Mais ça, c'était fait avec les systèmes de papier. Mais je suis d'accord que les fournisseurs sont curieux. Moi, j'étais curieux. Et vous curieux maintenant. Je me demande si on a eu un effet depuis 20 ans. Mais la gouvernance critique, ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de la version moderne ou bien du 19e siècle, vous avons dit qu'il y a des gens dangereux à l'extérieur. Il faut nous donner la monopolie pour les fournisseurs d'ici, que tout fonctionne bon. Alors, nous n'avons pas établi des standards, nous n'avons pas mesuré, nous ne les avons pas maintenus, même dans les hôpitaux. Combien de départements de cliniques mesurent les infections, les chirurgies, mais je connais beaucoup d'endroits où il n'y a pas de suivi. Dans ma présentation, qu'il y a 25 ans, hein, en Bretagne, cette gouvernance clinique, c'est public. C'est vous, en tant que médecin ou clinicien, votre performance sera mesurée. Est-ce que nous mesurons ce qui est facile ou ce qui est important? Votre performance sera mesurée et vous en devez être responsable chaque fois. Et dans la clinique Mayo, si votre performance ne s'améliore pas, après un avis, comme partout dans la société, vous aurez votre avis et vous devez quitter. Je dis que ça doit être mandaté, mais je vois aussi que la profession doit le prendre en main. On ne peut pas le micro-gérer. Les physiciens Kaiser, si vous faites partie de ce groupe médical, vous
Vous êtes d'accord avec tout cela, que c'est toute cette culture, que vous voulez être mesuré, vous voulez vous améliorer. Si, si, si ceux qui sont, ne performent pas, ils doivent être renvoyés. C'est un peu un équilibre qu'il a trouvé dans la société où on veut euh, souligner le leadership qui est là, qui a encore, il y a toujours de plus en plus de leadership, qui ne veut pas que ce soit écrasé, qui ne veut pas être mesuré, qui veut faire beaucoup d'argent. On va cultiver ce leadership qui va le prendre en main, mais en même temps, ça ne va pas arriver comme vous l'avez fait, mais sans beaucoup de mandats du haut. Je ne sais pas si ça vient. Est-ce que c'est le poule ou l'œuf qui vient en premier? Ou bien il faut avoir les bons connaissances. Après, il faut appuyer le leadership. Parce que maintenant, souvent, on, on, on enlève le tapis des gens qui essaient d'être des leaders dans la profession. Je veux monter à l'observation de Michael au sujet de George Washington parce qu'il a fait saigner. C'était les pratiques exemplaires en 1790. La pratique exemplaire n'est pas forcément exemplaire. Ce que nous avons vu, c'est que l'évolution de la culture des données. Je suis élevé à une époque où le gouvernement fédéral faisait quelque chose. Avec des programmes, des gens dans la rue, faisaient quelque chose. Maintenant, tout le gouvernement fait compter ce qu'on fait. Nous, ils font rien. Et réglementation, c'est une question de compter. Il y a un livre, qu'est-ce qui est arrivé au professeur de musique à l'université de Moncton, qui était un enfant, gouvernement fédéral, qui avait 2 employés, qui subventionnait le professeur de musique. 30 ans plus tard, il est rentré et il y avait 100 employés du gouvernement. Qu'est-ce qui est arrivé au prof de musique? On ne pouvait pas payer ça. Donc, c'est 100 personnes mesurent ce que font les autres. On parle de la culture des données. C'est pas des gens résistent aux données, on résiste aux données ridicules. Si on reçoit les financements fédéraux, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est ridicule. Et moi, personnellement, je ne prends jamais une décision de gestion au base de données. Je regarde le programme, voir ce qui se passe. Comme ça vieux que que ça ne marche pas, c'est mon sentiment après 23 ans d'expérience. Je ne compte pas sur les données. Je sais que ça peut être manipulé. Donc, il faut changer la culture des données. Franchement, Stephen et, et, Stephen n'est pas content d'être content. Je pense que vous dites les données inutiles sont pires que les pires inutiles. Et je sais que les CHC en Ontario produisaient des tonnes de données qui étaient inutiles. Qui, dans la plupart des Premières Nations, il faut remplir 200 formulaires par an. Avec presque aucune administration dans ces petites nations. Je compatis tout à fait avec cela. Mais, d'un autre côté, on est allé trop loin. Très loin. Beaucoup trop loin. Il y a des choses qu'on peut mesurer et devrait mesurer. Et on ne va pas trouver qu'un médecin a 4% d'infection, alors qu'un l'autre a 1%. Si vous passez par vos instincts, vos symptômes instinctifs, oui, tout à fait. Rejeter les mauvaises données et la punition de collecte de données qui est inutile. Mais encore une fois, rappelez-vous que on est des services à d'autres associations qui affectaient leurs patients, que ces comptes ne comptaient pas. Donc, vous ne voulez pas. Vous trouvez ces statisticiens qui infectent les femmes. Je vais vous le dire, si vous dites que vous avez rejeté toutes les données, vous devriez accepter cela. Rejeter les mauvaises données, mais ne rejetez pas toutes les données. Ça devait être provocateur. J'aimerais montrer la question que vous avez posée. C'est ça qu'on fait. Encore une fois, on ne dit pas qu'il faut... Et Michael, même dans vos réponses, c'est très axé sur les soins et la maladie et la santé, le rôle de médecin.
Et la question, comment assurer que l'insistance sur des services cliniques qui tout le monde comprend et l'obstétricien nous affecte pas, ne vient pas aux frais de promotion de santé, de programmes communautaires. Créer la santé dans la communauté. La question que je veux vous poser, c'est pour entendre parler d'obstétriciens, des taux d'infection et mammogramme, etc. On va régler cela, on va savoir ce qu'il faut mesurer. Mais personne n'essaie de comment faire la prévention, les soins à domicile, l'impact des santé communautaires, l'impact sur les gens, le bien-être des gens. Il ne sait pas parce que le médecin va faire un bon travail qu'on peut les envoyer à un autre service. Donc, je voudrais voir dans la prochaine heure qu'on se concentre sur le fait comment et qui dans cette salle est prêt à essayer de comprendre l'impact des gens qui font le travail sur la promotion de la santé, prévention, déterminants sociaux. Une communauté en bonne santé, comment le faire? C'est le cours, c'est ce qui est différent pour les CSC. Quand on parle des données, on remonte toujours à les mammogrammes à départ. Et Diana, je pourrais répéter ce que j'ai dit il y a 10 minutes au sujet de la carte des points chauds. Sachez les gens dans la communauté qui souffrent et pourquoi. Parce que alors vous pouvez faire un diagnostic de l'endroit de la communauté. Alors vous pouvez, voulez-vous que je répète ce que j'ai dit? Voici ce que je dis, que c'est le problème et c'est que vous avez un désert où vous éveillez cela aux États-Unis, au Canada, si les sociétés d'alimentation de penser des millions pour donner leur version de frites et puis mettre dans leur scanner pour qu'ils puissent les régir, les produits peuvent régir dans nos cerveaux comme le cocaïne. Il faut nous occuper de les zones municipales du conseil municipal de l'Ontario qui permet un gouvernement provincial qui aimerait augmenter les impôts, mais l'NPD ne veut pas les pousser. Donc, il faut faire un tas de choses. Au niveau de la communauté, il faut mesurer les choses comme les taux de graduation des écoles, l'apprentissage de l'école, mesurer tout et les améliorer. Comme je l'ai déjà dit, que je peux continuer, je ne voulais pas continuer à jamais. Mais quand il s'agit de la question, si vous pouvez faire accepter une nouvelle passion et documenter ce que vous faites en clinique, tout le reste, mon modèle pour les sens, je lance un défi à cela, Michael. Je ne crois pas. Je suis toujours dans le secteur depuis 25 ans et chaque fois qu'on dit qu'il faut mesurer, il s'ajoute toujours des médecines, des infirmiers, mais c'est une petite partie de la santé. Dans le Sud-Island, nous avons fait toute une planification des cartes d'évaluation sociale, regarder la corrélation entre les résultats, les mortalités des maladies, et on peut travailler dans le quartier pour les services globaux. Mais la question, ce n'est pas que s'occuper des particuliers. J'ai pas dit ça. Je crois que si on ne peut pas prouver que vous vous occupez des particuliers, on va faire les autres choses qui sont importantes. Les points chauds. J'ai gardé ces documents. Bien sûr, c'est raisonnable tout à fait de faire englober cela. Et du point de vue d'un économiste, c'est la même chose. Prenez vos points chauds et réduire les coûts de la santé. Je comprends. Mais je crois qu'il y a des changements de politique. Je vous commencez, vous avez parlé de ces choses-là. Comment quelles données qu'il faut envisager, quelles données vont appuyer que le travail qu'on a fait en développant une parc pour les enfants dans un quartier fait une grande différence dans le développement des enfants. Et je crois que les points chauds et ces données, on s'occupe toujours c'est trop tard, dans certains cas. Donc, vraiment, pour changer cela à un cadre plus tôt, qu'on peut faire une différence. Dès qu'ils viennent à vous, et c'est terminé, c'est fait. On peut faire une navigation
mais je ne parle pas plus des soins, mais de changer la façon dont nous vivons et nous habitons et nous jouons. Quand nous sommes malades, il faut avoir des services de qualité, bien sûr. Susan, vous entrez dans cette discussion un peu plus tôt. Je suis au mauvais bout du temps de travail que vous faites quand vous faites le travail en clinique. Le travail qu'on fait, nous, comme la santé, soins de santé, c'est 20% de la santé. Le reste, c'est les déterminants sociaux. Votre défi, c'est les 80%. On dépense tout ça d'argent avant de sortir les coûts des soins aigus. On repart l'argent, puis il faut faire pour ce qu'il faut faire. Philosophiquement, j'ai dû accepter cela parce qu'on continue à faire la même chose. Ce qu'on fait en Saskatchewan est très passionnant pour moi. Le travail entre les secteurs intersectoriels. Je devais connaître les chiffres, mais dans la région de Saskatoon, on a identifié le premier client. On a fait des points chauds. Les salles d'urgence, 23 personnes. Nous avons l'entraide, les ressources humaines, les ministères et les services sociaux pour identifier le logement pour ces gens. Parce que c'est le besoin qu'ils ont et ça devrait. On dépense 200 000 sur cette personne. Il faut investir en logement. C'est une chose qu'il a pensé à avoir. Ça ne va pas transformer toute la province, mais va commencer à diriger l'argent, les dépenses vers un endroit approprié. Ce qu'on fait pour améliorer la santé, la durabilité du système de santé, c'est améliorer le taux de diplômés. Si les médecins de soins aigus ou primaires, le travail social, ou pour l'infirmier, travailler en partenariat. C'est là où on devrait dépenser l'argent. C'est ce qui est passionnant pour ce qu'on fait en Saskatchewan. Le travail d'éducation, les services sociaux, les corrections en police et les parcs et les loisirs pour l'obésité chez les enfants. Les mesures, c'est une question. Comment déterminer cela? Donc, je crois que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais on ne peut pas trouver de nouveaux dollars avant d'arrêter de dépenser des dollars dans les mauvais endroits. Je crois aussi que nous parlons de beaucoup de données externes, mais dans nos villes, nous pouvons contrôler les données. Les indicateurs que nous établissons chez moi, chez nous, toutes les équipes que nous mettons, les indicateurs qui vont atteindre. Chaque fois qu'on fait une promotion de santé, il y a un indicateur. Chaque fois qu'on fait un travail dans la communauté, et pour nous, on crée des données de base. Essayer de savoir où nous devons affecter nos ressources dans la communauté. Dans les écoles, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? L'évaluation avant et après, mais nous avons des indicateurs pour ces évaluations, donc ce n'est pas beaucoup, mais c'est un pas en avant. Et on fait ça, et si on peut partager cela, on peut beaucoup apprendre. Et si vous en êtes propriété, vous y faites attention. Cheryl Hewitt, membre de la clinique La Saskatoon et de la clinique Mid-May à Vancouver. Et je travaille pendant beaucoup d'années dans les associations pour la promotion de la santé. Nous travaillons avec les groupes de pairs et les ONG apprennent les compétences qu'il leur faut en petits groupes. C'est une promotion financée par le service de Vancouver, déterminant le lien dans votre communauté pour déterminer la santé. Il y a deux choses que je voulais lancer un défi. Alors, ce que nous avons des données, à moins que ce soit rattaché aux histoires comme nous avons entendu ce matin d'après Hirsch, de la femme de 92 ans qui ne vient pas... on lance un défi pour les quêtes de données, pour attacher les gens aux histoires des gens avec qui nous travaillons, dont nous changeons les vies. C'est un défi que je lance à tout le monde. Comment réunir les données et rattacher ça aux histoires précises. Nous faisons partie d'un projet d'indicateur commun à Vancouver pour la promotion de la santé. Et nous essayons de créer un indicateur commun pour évaluer les résultats de la promotion de la santé. On a constaté, parce qu'on travaille avec les groupes et non pas des particuliers, c'est que les indicateurs
Et les résultats sont liés aux particuliers et non pas au groupe. Donc, on nous demande de poser les questions aux gens. Est-ce que vous avez fait de nouveaux amis quand vous êtes venu à notre projet? Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas pertinent de ce qu'on fait. Mais dans ce schéma d'indicateurs communs, on se concentre sur les gens qui travaillent avec les particuliers, les clients particuliers. Et pour prendre une feuille une page du livre de Michael, les langages client-patient. Je suis membre, je viens. Les soins de santé, c'est un droit de citoyenneté. Et il faut s'adresser à la dynamique du pouvoir et des défis pour tout le monde dans la salle. Comment est-ce qu'on fait passer, quand on fait l'accréditation, on crée toutes ces données, comment est-ce qu'on passe de questions pour les particuliers, pour les changer en questions de groupe et de communauté? On va pouvoir nous adresser aux autres questions qu'on a soulevées sur l'impact sur les gens, des vies quotidiennes des gens. Il ne s'agit pas des services de santé. Au CSC, il faut créer des communautés saines. Il ne faut pas s'occuper des maladies, mais s'occuper de la santé. Et on mesure les choses liées aux maladies par des moyens médicaux, comment le faire passer à un autre cadre de réflexion qui convient à ce qu'on essaie de faire, vraiment. En ce qui concerne l'accréditation, ce que je voulais dire tout à l'heure, que nous avons créé des normes dans les nouveaux que nous avons créés. Doug, est-ce que vous regardez les disparités dans votre communauté? Avez-vous une stratégie ou un plan pour nous en occuper? Encore une fois, on ne donne pas aux gens des réponses. Est-ce que vous avez pensé à ces questions? Avez-vous envoyé des exemples? Avez-vous des projets pour vous en occuper de ces questions? Et l'autre aspect, en ce qui concerne les normes, c'est la promotion de la santé doit être liée à tout le travail. Donc, il s'agit, on s'attend à ce que même vous êtes fournisseur de soins primaires, vous avez une perspective de promotion de la santé. Donc, c'est les normes aussi quand vous avez une personne pour la promotion de la santé qui font partie de l'équipe et du travail pour répondre à vos communautés. Donc, c'est notre rôle limité pour répondre à cette question. Est-ce que je peux donner mon histoire préférée de donner? En 92, j'ai vu le résultat de notre liste des clients et qui précisait que nous avions beaucoup de vieux, de vieillards de 90 et plus parmi nos patients. Et ça me semble raisonnable. D'après mes observations, je suis allé chez les fournisseurs de cliniques. Est-ce que nos clients sont tellement vieux? Et chacun dit, je crois pas, mais je ne les vois pas. Comment est-ce que les données peuvent être trompeuses? J'ai fait quelque chose au sujet de tous ces vieillards. J'ai reçu un octroi du gouvernement fédéral pour travailler avec ces vieillards et ils ont reçu l'argent. J'y trouve que si vous n'inscrivez pas au ordinateur la date d'anniversaire, tout le monde est ses 00. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec 90 ans. Donc, une partie de cela, cette discussion soulève la question de l'information que vous aurez devrait être liée à ce que vous voulez réaliser. Et il semble y avoir une diversité de ce que veulent réaliser les gens. Depuis la thèse Rackless, que votre travail clé, votre identité doit avoir à la santé. Sinon, on ne va pas donner de l'argent. Il faut avoir le soin de santé quelque part. Mais c'est une petite partie essentielle des besoins des gens. Comme Iliane l'a dit, comment savoir si ça va être efficace dans les services globaux? Comme vous le savez, il y a une grande entreprise de recherche qui s'est fait depuis des décennies pour savoir ce que fait la promotion de la santé. Est-ce que ça marche ou non? Des essais à grande échelle. Il n'y a pas de résultats. Comme Head Start, il y en a quelques-uns qui réussissent. Mais à part cela, c'est tout un mélange. C'est très mélangé. Ceci lève la question. Les gens dans la salle peuvent participer à la discussion par les membres de la tribune, mais forcément. Mais qui est-ce qui
est propriétaire de l'ordre du jour de l'information, qui se décide, oui, c'est ce qu'on essaie de faire, voici ce qu'il faut mesurer, voici l'échéancier qui est important en tant que mouvement. Où est-ce que devrait être actif? Où est l'ordre du jour collectif de CSC pour influencer l'information, l'ordre du jour de l'information, pour mesurer ce qui est important aussi, pour vous débarrasser du fardeau, de faire mesurer que les choses qui ne sont pas importantes, mais font partie de votre responsabilité. Je peux interrompre. Je crois que je suis un homme de paille. Ici, ce qui est le plus important, c'est augmenter la santé, améliorer la santé de votre communauté. Je suis d'accord là-dessus. Ne m'accusez pas de ne pas vouloir cela. Une trêve, s'il vous plaît. Tout ce que je dis, c'est que vous n'auriez pas de possibilité de faire cela, à moins d'avoir pouvoir mesurer et faire les autres choses de façon efficace. Il y a un certain nombre d'endroits à travers le pays qui font face aux risques qui sont accessibles aux soins primaires pour lesquels ils sont financés. Donc, c'est ce que je dis, rendre César ce qu'il faut et lui donner et montrer comment bien vous faites si bien votre travail, vous faites votre travail traditionnel, vous payez pour cela beaucoup mieux que les autres. Et ce que les CSC de l'Ontario ont prouvé en général. Et c'est pourquoi une des raisons principales de votre succès. Et vous avez la possibilité de faire la chose que je suis d'accord là-dessus, quel est le plus important, le travail le plus important. C'est ce que je veux dire. Et en 1976, j'ai dit mon attitude vis-à-vis du centre canadien, le carotte et le bâton. Nous avons le carotte de qualité de soins primaires pour attirer les gens. Et puis ensuite, on peut donner à nos clients, à notre communauté, à nos patients, à nos membres, le bâton qu'il faut pour aller battre les autres, le reste de la société, pour obtenir le logement, les revenus et les autres déterminants sociaux. Mais on ne va pas faire ça à moins d'avoir faire ces choses d'abord. Donc, je l'ai parlé avant que vous n'ayez dit cela, mais je vais refaire ça. Donc, je peux être Pollyanna. On parle de données, on oublie qu'on creuse trop loin de façon mécaniste. Et pour nous, chez Access Alliance, il y a quelques années, on s'est engagé à tenir les gens informés selon les preuves. Et quelqu'un qui s'engage à être informé selon les preuves, d'après les témoignages, c'est très unique pour la santé. Et cet engagement, on appuie beaucoup d'excellence dans nos organisations. L'accréditation, c'est une partie de cela. Mettre de côté que les gens qui proposent les finances tiennent comme menace l'accréditation, c'est quand même une force positive. Mais se tenir informé, quelle est l'information qui est disponible et comment est-ce que ça s'appuie notre compréhension des pratiques exemplaires et les résultats sains. En ce qui concerne les données, les centres de santé communautaire, quelles données, quelle information, quelle preuve. Les centres de santé communautaire en raison de nouvelles dans leur expertise font de plus en plus de recherche communautaire. Et c'est vrai, c'est tout à fait les centres axés sur les membres, les clients, l'engagement des clients, co-création d'informations dont nous sommes propriétaires et qui informent notre réflexion, notre pratique et les recherches basées sur la communauté. J'ai été en réunion à lundi avec Bud Holland, un Canadien très important à l'Université de Victoria, leader pour les recherches. Et ça m'a rappelé, c'est la co-création de données avec les communautés avec qui nous travaillons. Il s'agit de l'éducation publique en conséquence, en raison de cette information, la co-création du savoir. Et l'éducation, le développement communautaire avec basé sur ce savoir et le changement systémique, c'est ça l'ensemble des centres. Il s'agit des données de qualité. Il ne faut pas qu'on fixe son coincé là-dessus. Il faut le reformuler en co-création, éducation publique. Il faut compter notre histoire. Encore une fois, on a dit aujourd'hui, on a les meilleurs secrets cachés
Et il faut faire bien meilleur travail pour dire que nous avons tellement réussi. Et puis, ça doit pousser le système, le changement du système dont nous parlons toute la journée. Ce maudit système continue de changer, mais il faut utiliser les connaissances que nous avons créées avec ces communautés avec qui nous travaillons pour faire ce travail d'éducation et pour changer le système. Voilà, pour moi, je suis tout à fait... Je défends de bonnes informations, coopération avec les communautés, utiliser cela. Il faut ça nos rocher, nos pierres. Le truc qu'on fait en Ontario, cela est puissant et persuasif. Sur le plan interne, aussi bien qu'externe, on utilise de nombreuses équipes pour avoir une meilleure acceptation de de façon de renforcer et d'approfondir et de se montrer encore meilleur. Donc, Michael, je suis tout à fait d'accord avec vous. En Ontario, je me souviens, la qualité de santé de l'Ontario, le premier rapport, bien des exemples identifiés pour le conseil de la qualité, ce n'est pas des exemples cliniques, c'était les communautés. Et nous sommes vus là-dedans, et c'est puissant. Et nous l'utilisons de façon très puissante pour faire la promotion des choses que nous faisons, pour nous montrer au lieu de travail pour la qualité, le rapport de qualité du conseil de qualité. Samy, un indicateur de complexité qu'on a développé maintenant, nous pouvons utiliser et pour regarder la façon dont, utilisant ces indicateurs, ER, les salles d'urgence, utilisation des salles d'urgence, mais c'est exactement ce que vous dites, donne à César ce qu'il souhaite, même les syndicats médicaux, on est en très haut rendement. C'est très puissant. Je vais vers la suite de ce qu'elle a dit. Je travaille en Ontario aussi bien et nous avons une initiative provinciale qui s'appelle le gestion de rendement. Et au fond, ça rappelle l'entretien, ça rappelle les entretiens autour de la table, quelles données, pourquoi les données, à quelle fin, comment. En fait, créer un langage on peut faire partie d'un discours plus grand. Et les accusations, j'ai entendu au fil du temps, au centre de communauté, on est très bien placé pour nous parler entre nous, mais pas pour parler aux autres parties du système. Et cela nous a permis de faire ce que je dis en termes de discussion, prendre de l'information qui nous permet de débattre sur le plan interne et de changer l'état d'esprit de la culture pour ne pas résister, trouver des moyens de raconter notre histoire. Et je suis tout à fait d'accord que la nation doit être mêlée aux données, alliée aux données, parce que c'est toute l'histoire. Je crois que ce que nous avons fait autour de la complexité, et c'est la responsabilité du travail que fait Jen, le domaine de Jennifer Rayner, qui nous en a parlé ce matin, par nos chercheurs avec Kleiser, que nous connaissons. En fait, ça nous a permis, en fait, d'avoir un indicateur de complexité, ce qu'on essaie de dire. La raison pour laquelle nous voyons cela, la raison pour laquelle ces chiffres sont tels, le papier de chiffres très bas en raison de la complexité de la personne en question. Comment prendre l'information, raconter notre histoire. C'est un outil, c'est tout. Et le groupe que nous avons pour cette question de rendement, c'est un groupe provincial. Et nos entretiens ne sont pas, il ne s'agit pas de l'information en tant que telle, il s'agit du comment réunir les données, pourquoi, c'est ce qu'il nous faut. Et nous avons créé en fait un cadre pour réunir donner ces initiatives communautaires, créer des indicateurs par l'emploi du CW pour regarder les choses qu'on a déjà fait, pour essayer de savoir si ces indicateurs peuvent s'appliquer aux communautés où nous travaillons. Donc, c'est un outil comme la qualification, indicateur, ligne dans le sable. Nous posons notre bâton ça va pas, comment c'est possible, rejeter quelque chose qui ne nous aide pas. Ce n'est pas que ça. Il faut
ça génère des entretiens, ce qui est assez intéressant. Nous avons des perspectives différentes, on peut parler de cela. Et c'est bien que les gens se fâchent parce que ça provoque l'entretien et il faut continuer à parler. C'est pas un résultat, il n'y a pas de fin. Et c'est un voyage. Ça nous aide à voir ces choses-là, ces conversations approfondies. Brenda McNeil, directrice générale au centre Midtown à Toronto. Je voulais rajouter, est-ce que des collègues de l'Ontario qui le savent, mais on est en train d'Ontario de déployer une cette gestion d'informations très complexe, des dossiers médicaux et d'autres éléments, stratégie, certainement. Ce que nous allons obtenir de cela, c'est une richesse d'informations, de données, et c'est comment nous les utilisons. Et c'est le travail du comité et de gestion du rendement. Et des gens comme Jen Rayner, on y arrive, on met en place ce cadre, mais il faut prendre cette prochaine démarche importante, utiliser l'information pour prendre des décisions au sujet des soins communautaires et les résultats de santé, ainsi de suite. On se dirige dans ce sens. C'est très complexe comme projet. Il y a d'autres dans la salle qui ont participé à cela et nous espérons que toute la province et ces 75 centres de santé et 10 centres autochtones en 2014. Donc, on se dirige dans ce sens. Encore une fois, c'est un cadre qui va aider les autres à prendre des décisions dans la province de l'Ontario et utiliser cette information. Je m'appelle Gary Mason. Je suis de l'association des centres communautaires impliqués dans le projet de pilote. Projet pilote. Ce que je pensais, c'était un peu brasser des commentaires de Russ qui remontent à l'expérience que j'avais dans les services sociaux. J'ai fait un effort de travailler dans le département pour l'allocation des financements parce que avant cela, le ministère ne trouvait pas des données. Il y avait de la législation avant ça. Ils enlevaient de l'argent à ça et finançaient des choses qui allaient à l'encontre de la loi. J'ai publié un document là-dessus. Ça décrivait un processus je voyais des rapports très volumineux avec beaucoup de preuves pour faire un argument par rapport à certaines interventions où je voyais les chefs dans le ministère qui ne les regardaient même pas. Hein. Après, je voyais des contrats de plusieurs millions de dollars qui ont été signés juste après un dîner avec quelqu'un qui a été fait très vite. Alors, je crois qu'on devrait être très connaissant aussi du pouvoir, notre source de pouvoir. Je crois que dans une période de croissance économique, que ces gens de modèles qui peuvent travailler très fort, mais quand on est dans les temps de limitation financement, la question devant nous, comment on bâtit la base de politique. Nous avons parlé nous sommes évidents, nous sommes très évidents, comme avec notre adversaire, c'est l'association des médecins. Ils ont une très grande influence de ce qui se passe, le pouvoir de l'administration. Il y a aussi le pouvoir du peuple. Et c'est là où notre potentiel reste. Cette dame qui vient de parler avant moi a parlé, qui a lutté par rapport au langage de client-patient en tant que citoyenne, membre de l'organisation. Et c'est ça le défi. Comment nous pouvons engager les gens qui utilisent nos services et les impliquer de façon politique
ils ne sont pas des clients satisfaits, entre guillemets, qui sont impliqués. Pas seulement pour avancer la cause, mais en fait parce que c'est santé d'être impliqué. Je crois que je me remettrai le défi. C'est pas seulement il y a trop de qu'il ne faut pas faire la bonne diligence, mais je crois que le défi c'est de penser en politique stratégique. Stratégie politique. Moi, je suis Sheila Brady à Toronto. J'ai été frappé par Stephen par votre question. Qui est propriétaire des données de discussion? Et essentiellement, je crois que c'est essentiel à cela. Je vais faire quelques points. C'est de prendre en relation de la communauté autochtone. C'est une conversation de la recherche qui a été faite sur les autochtones, qui maintenant c'est fait par les autochtones pour le bénéfice de la communauté autochtone. Ce sens d'autonomie, de contrôle et d'imputabilité sur lequel ils ont insisté en tant que moyen de réclamer leur propre expérience. Lorsqu'on parle d'un centre des peuples, dans le cadre d'un système de santé, c'est un thème, c'est une éthique, c'est un thème que, Gary, de votre point d'engagement communautaire, comment on peut l'engager cette voie-là? Je crois qu'il y a une grande légitimité d'articuler, de prononcer un autre point de vue par rapport à qu'est-ce qui est vraiment significatif en tant qu'information collectée. Et quelle est la base de cette information importante? Quelle d'information c'est important pour les planificateurs de santé et d'autres pour les membres de la communauté? Et sur quelle base on collecte l'information? J'ai eu le privilège d'être dans une conversation avec plusieurs personnes de notre communauté, nos communautés à Toronto qui avaient accès à notre soins de santé. C'était quoi le défi à accéder à ces services-là? Et c'est quoi la signification de la santé par rapport à eux? Et c'était pas une conversation que je prenne mon test de Pap smear chaque année. Mais c'est un sens d'avoir accès au logement, d'un rôle à jouer dans la communauté et que la croyance, reconnaissance que mon expérience avait une valeur. Et si on allait les engager dans une plus grande discussion, quel est ce qui est le plus important de mesurer à travers leur expérience, à travers ce processus, le dialogue? C'est le défi continuel, que la marginalisation historique, le dialogue et l'accès aux services de santé. Comment on peut apporter cette voie-là dans la discussion des indicateurs de rendement et comme cette voie par rapport à l'accès aux services? C'est le même thème qui revient souvent. Alors nous avons environ 10 minutes. On va changer de discussion pour avoir des derniers mots des panélistes. On parlait beaucoup de données et de l'information. Il y a aussi un autre aspect qui est très critique. Comment les gens sont éduqués à travailler dans le système, pour quelle capacité? Êtes-vous optimiste que la préparation de la science de l'éducation de santé s'adapte assez vite pour enseigner les gens qui pour travailler dans l'amélioration de la qualité dans tout ce qu'ils font, mais aussi, pas seulement la médecine, mais dans tous les domaines? Je vais commencer avec vous. Vous trouvez que les terrains qui viennent travailler dans votre centre, est-ce qu'ils sont très différents? Est-ce qu'ils embrassent un changement de gestion de qualité? Je ne dirais pas qu'ils embrassent plus. Comme je dis plus tôt, ils sont dans l'environnement, ils veulent faire du bien.
Mais je crois que les plus jeunes professionnels sont très à l'aise avec la technologie. Je crois c'est plus facile d'avoir des dialogues avec eux. Je crois que l'enjeu de pouvoir et autorité, c'est différentes interprétations pour eux. C'est plus facile d'avoir une conversation. Je sais que dans mon centre, je peux être très franche et ouverte par rapport à c'est quoi leurs attentes et comment je m'attends à ce que les gens contribuent. Je crois que je crois qu'ils sont très clairs dans leur façon de pratiquer. C'est pas une façon de pratiquer c'est des pratiques du centre qu'il y a plus de personnes dans le centre. Vous avez d'en faire partie. C'est un mouvement collectif et ça implique d'autres personnes. Alors, il y a d'autres fournisseurs, d'autres joueurs, d'autres personnes de la communauté et certainement les clients avec lesquels on travaille. Susan, votre chapeau, vous êtes aussi professeur. Vous êtes impliqué dans l'éducation, le système d'éducation. Est-ce que croyez-vous, dans le domaine de la santé, est-ce que ça change envers l'orientation, la qualité l'amélioration de la qualité? Non, c'est pas assez vite. Il y a des morceaux qui sont dans le contenu des cours pour nous donner la capacité pour avoir beaucoup de réussite dans l'avenir, dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de travail à faire. La plupart du temps que j'ai je passe beaucoup de temps à parler de ce que vous parlez aujourd'hui et non pas de ce qu'une machine fonctionne. Mais quand je vais dans la salle de classe, je crois que les gens qui rentrent dans la salle, dans l'école de médecine, sont différents, au moins de ma génération. C'est à peu près 20 ans que je suis entré dans le même niveau, différents systèmes du système. Il y a beaucoup de gens qui sont plus arrondis et nous, on leur fait quelque chose dans ce modèle traditionnel de santé. Et je vois de première année par rapport à la quatrième année et par rapport à les résidents. Après, on les monte et puis on les rebaisse. C'est notre faute, c'est pas leur faute. C'est de imputabilité. Il faut être imputable par rapport à ce qu'on fait. Et ça revient à ce que Michael a dit par rapport à la gouvernance des cliniques. Ces paramètres changent. Il y a un grand nombre de personnes qui veulent travailler de façon différente, mais il faut adapter le curriculum, la matière pour être en avance par rapport à la réalité. Je ne sais pas si je peux commenter sur le côté d'éducation, mais juste pour parler de ce que, au niveau de l'organisation, c'est dans cet environnement que vous créez là-bas et l'attente que les gens les gens qui vont regarder vos fichiers, vos fiches de clients, il y aura des vérifications. Si ce n'est pas un environnement de punition, c'est un environnement d'apprentissage. C'est une vraie amélioration. C'est toujours de poser des questions, d'apprendre et de s'appuyer. Je crois que c'est ça qui est très important au niveau organisationnel. La plupart de n'importe quelle profession, les vedettes, c'est les gens moyens qui sont engagés et compétences, mais qui ont besoin de l'appui. Avec cet appui-là, ils peuvent s'améliorer. Je crois que de façon typique, l'éducation sont environ 30 ans d'éducation, 30 ans en arrière de la réalité. L'école de médecine est très arriérée par rapport à la réalité. Mais je crois que la plupart des gens dans cette salle, que vous connaissez les instituts de santé, ils font la commandite des chapitres dans les universités. Mais d'autres sont dans les organisations, dans la clinique Mayo. Et il y a des programmes en ligne de formation.
Et à l'intérieur de cette formation, de cette l'amélioration de la qualité, c'était comme il y a dans les années 70 ou 80, c'était quelque chose. Dans les années 90, c'était dans la médecine interne, il fallait savoir. Après, on avait besoin de ça partout. Mais il n'y a pas assez de formation et de critiques partout. Mais l'amélioration de la qualité, c'est 30 ans en arrière de là ce que ça devrait l'être aujourd'hui. Il y a probablement un centre un institut près de chez vous. Les étudiants qui sont... Il y a 600 étudiants à l'Université de Toronto. C'est la meilleure chose sur le campus interdisciplinaire. Nous enseignons des gens encore en silo. Il y a 30 ans, il faut éclater l'éducation de la médecine. Il ne faut pas vos domaines jusqu'à temps que vous êtes très avancé. Non, il ne faut pas savoir qui vous êtes encore. Il faut se mêler avec d'autres personnes avant de savoir qui vous êtes. Alors, malheureusement, on n'a plus de temps. Comme on l'avait cru, avant de finir la session, sur le thème d'éducation, c'est un paradoxe que l'Académie est un incubateur d'innovation. Dans le secteur de santé, surtout, cette anecdote impose se reflète pas nécessairement. C'est influencer la trajectoire de cela est très important et d'être un lieu de socialisation de nouveaux modèles. C'est une opportunité collectivement, en tant que mouvement, de faire avancer dans les deux sens. Alors, je vous encourage de penser à cela. Si vous avez une petite question, je vais la prendre. Merci beaucoup. Je vais faire une question. Je porte un chapeau de directrice générale de soins de santé, le centre de santé. Un des enjeux qui m'a été reflété, où la conversation nous a menés aujourd'hui, c'était à cause de base, quand on parle de la question de la qualité, amélioration de la qualité, on la confond avec les bonnes données, le changement qui est imposé à l'extérieur de nous, de l'organisation, ou bien l'amélioration de l'organisation des indicateurs. Et ce ne sont pas les professionnels curieux qui veulent expérimenter et changer, même s'ils font l'amélioration de la qualité en tout temps. Un exemple de ça, c'était une politique d'absentéisme. Les groupes, ils vont faire une exemption personnes absentes. Pour ces personnes-là, c'est une politique d'absentéisme. C'était la dernière qui vont, avant de tomber dans les grands écarts du système, ils n'ont pas appelé ça l'amélioration de qualité. Ils l'ont pas perçu comme ça. Ils n'ont pas identifié comme le soin centré sur le patient. Et quand ils nous ont parlé d'un exemple de amélioration de qualité, ils ont eu une réaction allergique. Même s'ils l'ont fait, il y a un vrai problème d'un problème par rapport si on ne redescend pas au niveau sur terrain, sur une base quotidienne, qu'on le change à chaque jour pour répondre aux besoins de nos clients. Merci. Encore, on a eu une très, très bonne conversation, 1h30. Merci à Susan Mayo, Michael Burr pour avoir le courage de faire face à ces enjeux. Il est maintenant innocent, Michael. Je serai encore mieux dans quelques années. Je crois que vous serez encore pas mal mieux après.